intitulé Raconter sa douleur et ne pas se faire croire. Alors à Estelle, merci. Bonne écoute. Merci beaucoup à toi, Nadia. Bonjour tout le monde. Merci d'être si nombreux, si nombreuses. C'est très inhabituel pour moi de parler devant autant de monde, surtout en étant toute seule dans ma chambre, donc c'est assez particulier. Mais bon, au moins, je vois quelques caméras ouvertes. Donc, je retrouve d'ailleurs quelques figures que j'ai déjà rencontrées. Donc, je suis très, très contente, très heureuse de voir que, voilà, que tout ce monde-là est venu. Alors, donc aujourd'hui, je voudrais vous parler de douleurs chroniques et plus particulièrement, donc, ainsi que l'indique le titre, de la difficulté à se faire croire. Alors en fait, la douleur, ça a quelque chose de particulier dans le champ de la santé, dans le sens où c'est quelque chose qui ne se voit pas, qui ne s'entend pas, qui ne se tâte pas. Donc quand quelqu'un a mal, un sujet qui a mal ne peut pas s'attendre à ce que son médecin puisse voir sa douleur, la palper, l'ausculter, etc. Il va falloir, si la personne qui a mal veut en faire part à autrui, il va falloir qu'elle la saisisse dans des mots, éventuellement dans des mimiques. Là, c'est toute une espèce de mise en scène pour arriver à faire part. Et puis, il arrive que cette mise en scène ne fonctionne pas. Le sujet est suspecté d'exagérer, voire d'inventer sa douleur. Cette situation, elle est d'autant plus fréquente que la douleur est chronique, c'est-à-dire quand elle dure depuis plusieurs mois. Une douleur chronique, il y a des définitions variables. Hein. Souvent, on voit une douleur chronique, c'est à partir de 3 mois. Et en fait, ce qui se passe quand la douleur dure comme ça, c'est qu'elle finit par interférer dans ce qu'on appelle les sphères de la vie sociale, c'est-à-dire sur le milieu du travail, dans la famille, avec les amis. La douleur vient commencer à perturber, voyez, la réalisation des tâches au travail, des tâches familiales, des interactions avec les amis, etc. Et l'incrédulité, c'est-à-dire le fait de ne pas croire, peut surgir dans ces différentes sphères de la vie sociale, c'est-à-dire qu'on peut commencer à mettre en doute cette douleur qui est censée justifier ces perturbations. Il y a un autre endroit où l'incrédulité peut surgir, c'est le cabinet médical. Et là, il y a une importance particulière à cette incrédulité, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand c'est le médecin qui ne croit pas la personne qui dit avoir mal. En fait, il y a une importance particulière pour au moins 2 raisons, probablement 2, plus que 2, mais en tout cas, je voudrais vous en signaler 2. D'abord, le fait de ne pas se faire croire de son médecin, ça peut induire toute une cascade de conséquences dans la vie de la personne. Parce que moins le médecin croit la personne, et moins son entourage risque de la croire à son tour. Par exemple, si la personne se présente à son employeur en disant « j'aimerais un aménagement de ma tâche de travail ou de mon temps de travail », si cette personne-là a eu une reconnaissance de sa douleur par son médecin, et notamment un certificat médical, eh bien, ce sera beaucoup plus facile d'obtenir, voyez, un aménagement de la tâche de travail. De la même façon, tout ce qui est aménagement des tâches familiales, des interactions avec les amis, etc. Et donc, finalement, le fait de ne pas être cru de son médecin, ça peut avoir toute une cascade de conséquences dans la vie au quotidien de la personne. C'est une première raison pour laquelle c'est important de se faire croire de son médecin. Mais une seconde raison, c'est évident, c'est que quand on va voir un médecin, c'est pour être soulagé. Et pour pouvoir être soulagé, il faut être traité. Et pour être traité, encore faut-il être cru de son médecin. Le problème, c'est que les médecins, souvent, ont un manque de formation sur la douleur. Il y a très peu d'heures qui sont accordées à la douleur dans la formation médicale. En plus, il y a toute la crise des opioïdes. Vous savez, les opioïdes, donc des médicaments qui sont particulièrement efficaces pour traiter la douleur, mais qui sont aussi susceptibles d'induire une dépendance. Donc les médecins sont réticents à prescrire des opiacés. Ensuite, ils ne sont pas très formés sur la douleur. Ensuite, ils peuvent avoir tendance à ne pas croire à la personne. Tout ça fait ensemble que les personnes ne sont pas suffisamment traitées. Et le sous-traitement médical de la douleur, ça c'est un phénomène qui est largement attesté, documenté, que ce soit au Canada ou ailleurs. Les personnes qui ont mal sont souvent pas suffisamment traitées, ce qui évidemment va conduire à une pérennisation de la douleur, ça va durer. Et d'autant plus que simplement le fait de ne pas être cru en soi, c'est déjà un facteur d'aggravation de la douleur. Donc tout ça pour dire que pas être cru par son médecin, quand on dit qu'on a mal, c'est important, c'est grave. Alors moi, j'ai eu envie de travailler là-dessus, et j'ai eu envie de travailler en particulier sur les inégalités dans ce déni de crédibilité. En fait, il y a pas mal d'études quantitatives qui montrent qu'à douleur équivalente, en tout cas à plainte de douleur équivalente, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne en termes de traitement. Quand on compare les hommes et les femmes à plainte équivalente, eh bien, les femmes sont souvent traitées après plus de temps que les hommes et avec moins de médicaments. De la même façon, quand on compare, ça se fait beaucoup aux États-Unis, quand on compare les personnes en fonction de leur couleur de peau,
on va comparer les noirs aux blancs, on va constater que les noirs sont traités plus tardivement et avec moins de médicaments. On peut aussi comparer en fonction de l'âge. On voit que les personnes âgées sont moins bien traitées, en fonction du niveau d'éducation, etc. Donc tout ça, c'est des inégalités, voyez, en fonction de qui on est dans la société, quel sexe, quelle couleur de peau, quel niveau d'éducation, etc. On sera plus ou moins bien traité et plus ou moins rapidement. Donc moi, c'est ça qui m'intéressait au départ. Je voulais rencontrer des personnes qui vivent avec de la douleur et je voulais voir en fait s'il y avait des inégalités dans leur capacité à convaincre leur médecin qu'elles ont bien mal. Donc en fait, j'ai fait une enquête, donc c'était en 2017-2018. Je suis passée par l'Association québécoise de la douleur chronique, la QDC, que je remercie grandement parce qu'en fait, ça a été très précieux. La QDC a fait passer un message en fait auprès de ses différents membres qui disait, voilà, si vous souffrez d'arthrite, de lombalgie, vous pouvez contacter Estelle Gard dans le cadre d'une étude et vous serez amené à lui raconter votre trajectoire de soins et votre vie quotidienne avec les douleurs. Il y a un certain nombre de personnes qui m'ont répondu et au final, j'ai pu en rencontrer 52 dans le cadre d'entretiens, soit de groupe, donc des entretiens de groupe, c'était 4 à 7 ou 8 personnes, soit des entretiens individuels, soit les deux d'ailleurs. Il y a certaines personnes que j'ai rencontrées en groupe et individuellement. Donc 52 personnes, très déséquilibrées en termes de sexe, de ratio de sexe, 11 hommes, 41 femmes, et âgées, un large éventail de 32 à 80 ans. Et donc je leur ai demandé de me raconter leur trajectoire de soins. Et sans surprise, en fait, la plupart m'ont raconté avoir des difficultés à convaincre leur médecin de la réalité de leur douleur. Par contre, ce qui m'a étonnée, c'est que je me suis aperçue qu'aucun statut social ne protège, ne semble garantir, voyez, une protection contre le fait de ne pas être cru. Je m'attendais, voyez, à ce qu'il y ait de fortes inégalités, les femmes beaucoup plus que les hommes, selon qu'on est québécois ou migrant, etc. Et en réalité, je me suis aperçue que des femmes, mais aussi des hommes, des jeunes, mais aussi des vieux, ou des vieux, mais aussi des plus jeunes, des personnes de tous les niveaux socio-économiques, toute une diversité de personnes, en fait, me racontaient avoir eu du mal à se faire croire. Et donc, je me suis dit, avant de commencer à étudier précisément les inégalités en la matière, c'est-à-dire comment est-ce que le fait d'être un homme ou une femme, ça peut changer, vous voyez, la configuration de ce déni de crédibilité, je me suis dit, je vais plutôt m'intéresser au cœur de ce déni de crédibilité. Vous voyez vraiment quels sont les arguments qui sont opposés aux personnes, quelles qu'elles soient hommes ou femmes, riches ou pauvres, etc., quelles qu'elles soient, les arguments qui leur sont opposés dès lors qu'elles disent qu'elles ont mal. Vous voyez, quels sont un peu les arguments fondamentaux de décrédibilisation des personnes. Et ce qui m'intéressait, c'était beaucoup aussi la subjectivité, c'était de voir comment est-ce que les personnes réagissent à ça. Oui. Donc, j'ai repris tous ces entretiens, et ce qui m'a évidemment sauté aux yeux, c'est le premier argument, en fait, qui est opposé aux personnes, quand on leur dit « on ne vous croit pas », c'est qu'on leur dit, écoutez, il y a une incohérence entre ce que vous dites et puis ce qu'on voit à l'examen clinique. Je vous donne un exemple. Là, je vais vous donner plein d'exemples. À chaque fois, j'utilise évidemment des prénoms de substitution. Donc là, c'est Maryse. Maryse dit, je suis tombée sur le coccyx. Je me suis fait très mal, j'ai vraiment des douleurs intenses depuis ma chute. Je suis allée aux urgences. Et puis, je demande des radiographies parce que je suis sûre que j'ai une fracture. Et le médecin me dit, mais non, écoutez, vous dites que vous avez mal, mais vous pouvez continuer à vous fléchir, à vous asseoir, donc vous n'avez certainement pas de fracture. Marie se dit, écoutez, non, je me connais, j'ai des douleurs chroniques, mais je sais qu'en même temps, j'ai une hyperlaxité constitutionnelle qui fait que je peux toujours continuer à me fléchir. Le médecin refuse, elle insiste. Bref, il a fallu 2 semaines avant que le médecin finisse par accepter de faire une radiographie, qui effectivement a trouvé qu'il y avait une double fracture. Il arrive qu'on dise aux gens « non, c'est incohérent » avant même de les avoir examinés, simplement parce que les gens racontent. Et là, le cas de figure très fréquent, c'est les personnes qui ont une fibromyalgie et dont les douleurs changent de place. Et le fait, comme ça, d'un déplacement des douleurs, ça suscite cette perplexité de la part des médecins. Alors là, je voudrais juste partager mon écran et vous montrer une citation. Excusez-moi, je suis un peu lente parce que je n'ai pas l'habitude. Partage, voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien.
Oui, Estelle, c'est bon, on voit Ça très va? bien. Ceux qui n'ont pas le micro fermé, j'en profite pour dire d'éteindre les micros, s'il vous plaît, ça crée un peu d'interférence dans la présentation. Alors, on va en bas à gauche, cliquer sur le micro pour qu'il soit en rouge, s'il vous plaît. C'est bon, Estelle? Merci. Donc en fait, là, je vous présente une situation de France qui a eu pendant des années des douleurs qui étaient au niveau du dos, du bassin, et puis soudain, elle a eu mal à une jambe. Donc elle dit, après ça, j'ai eu des épisodes au niveau de la jambe, tout d'un coup. La jambe qui était toute engourdie. On ne savait pas vraiment pourquoi, mais c'était des douleurs terribles. C'était comme mystérieux. Les médecins cherchent, puis là, parfois, je pense qu'ils doutent. Je pense qu'ils trouvaient que je m'en allais un peu partout. Ils doutent de la véracité des symptômes, surtout quand ça va d'un endroit à l'autre du corps. Donc, cette plainte, vous voyez, de douleur, à partir du moment où elle n'a pas l'air d'avoir une explication organique dans le corps, elle va être mise en doute. Et cette mise en doute, systématiquement, mais vraiment dans la très très grande majorité des cas, ça oriente les médecins vers une interprétation très particulière, qui est l'interprétation que je vais appeler psychogène. C'est-à-dire de dire, c'est dans votre tête. Je vous donne un exemple. Caroline, qui depuis des années avait mal aux jambes, on avait fait des radios, on avait vu que la douleur aux jambes était en rapport avec une hernie discale. Soudainement, ces douleurs s'accroissent. Elle demande une nouvelle radio, et là, on voit qu'en fait, surprise, la hernie a disparu, la hernie qui expliquait les douleurs. Malgré tout, elle a vraiment de plus en plus mal, donc elle demande à avoir un arrêt de travail. La compagnie d'assurance qui est associée à son contrat de travail l'envoie vers un neurochirurgien expert. Là, le neurochirurgien, en fait, l'examine extrêmement sommairement parce qu'en fait, il se contente de regarder les radiographies qui disent il n'y a plus de hernie. Et donc, il dit bah non, vous n'avez plus de douleur. Et Caroline répond bah non, j'ai mal, je vous assure, j'ai mal. Et donc, le médecin lui répond en lui montrant la radiographie mais non, vous les imaginez. Donc, Caroline a l'impression qu'en fait, on lui reproche d'avoir inventé sa douleur, d'avoir inventé une douleur qui lui serait juste entre ses deux oreilles. Je reprends son expression. Donc, en fait, une douleur qui n'est pas dans le corps, ce serait donc quelque chose qui serait produit par l'esprit. Et alors, une douleur qui est produite par l'esprit, eh bien, en fait, ça justifie simplement un suivi psychiatrique. Marie-Claude me dit, elle a fait plein d'examens, ils étaient tous négatifs. À la suite de toute cette série d'examens négatifs, son médecin lui dit, écoutez, allez voir un psychiatre. Et s'il atteste que vous n'avez pas un problème psychiatrique, j'accepterai de continuer à vous suivre. Mais tant que vous n'aurez pas cette attestation-là d'un psychiatre, moi, j'arrêterai de vous suivre parce que manifestement, ça relève de votre esprit. Une douleur qui relève de l'esprit aussi, ça n'est pas une douleur qui justifie d'un arrêt de travail. Je reprends l'exemple de Caroline dont je vous parlais tout à l'heure, qui a mal aux jambes, qui demande un arrêt de travail, mais à la radiographie, on ne voit rien. Eh bien, le neurochirurgien lui dit, mais non, écoutez, vous ne justifiez pas d'un arrêt de travail. En revanche, je préconise la prescription d'anxiolytiques et d'antidépresseurs. Donc, quand on ne voit pas d'étiologie, vous voyez, de cause somatique, corporelle, on va aller vers une hypothèse, une étiologie psychogène. Bien souvent, en plus, les médecins pensent dépister une fragilité psychologique qui va encore plus conforter, voyez, cette idée de l'étiologie psychogène. Alors, la fragilité psychologique, c'est par exemple le fait d'avoir déjà eu un antécédent de trouble mental. Maryse, dont je vous ai parlé tout à l'heure déjà, à chaque fois qu'elle se présente aux urgences pour un nouvel épisode de douleur, eh bien, les médecins ont recours à son dossier médical. C'est toujours le même hôpital. Et là, dans le dossier médical, il est écrit qu'elle a déjà eu un épisode d'angoisse. Donc, à chaque fois, on lui dit bah non, c'est une nouvelle crise d'angoisse. Donc, on lui dit c'est le stress qui vous fait ça, madame. Un autre indice d'une fragilité psychologique, dans le regard des médecins, c'est le fait, en fait, d'avoir un diagnostic de fibromyalgie. Micheline a un diagnostic de fibromyalgie. Elle dit « je vais bien », en tout cas mon moral. Elle dit catégoriquement « je vais vraiment bien, mon moral ça va, mes douleurs c'est autre chose, mais mon moral ça va ». Pourtant, sa neurologue, qui lui a diagnostiqué la fibromyalgie, est persuadée qu'elle a besoin d'une psychothérapie, ce que Micheline évidemment conteste. La fibromyalgie, c'est particulier parce qu'en plus, il y a beaucoup de controverses aussi autour de la réalité de cette maladie-là. Et donc, si on conteste la réalité de la maladie, on va d'autant plus contester, voyez, la réalité de la douleur qui va avec. Juste pour vous donner quelques exemples, des médecins spécialisés dans la douleur
des neurologues, des rhumatologues, des médecins spécialisés exerçant dans des centres spécialisés de la douleur, ont dit à différentes personnes, là je vous cite, moi je ne crois pas à la fibromyalgie, ça n'existe pas la fibromyalgie, vous savez, ça doit être dans votre tête. La fibromyalgie, c'est juste psychosomatique. Vous êtes juste mésadapté aux réalités d'aujourd'hui. Donc tout ça pour dire, une douleur dont on ne voit pas, vous voyez, la réalité corporelle, c'est forcément qu'elle est dans la tête. Et si elle est dans la tête, c'est que ce n'est pas une vraie douleur. Alors, je me suis intéressée à ce moment-là à comment est-ce que les gens réagissent à ça, quand on leur dit ça, quand on décrit, vous voyez, quand on décrédibilise comme ça leur plainte douloureuse, au nom de cette opposition entre le corps et la tête. Bien, ce qui m'a beaucoup surprise, c'est que les personnes que j'ai rencontrées en entretien ne s'opposent pas vraiment à cette opposition-là. Il y a une partie des personnes qui sont même ébranlées, en fait. On leur dit ça, on leur dit, ben non, vous voyez bien, ce n'est pas dans le corps, c'est donc que ça doit être dans votre tête. Eh bien, un certain nombre de ces personnes que j'ai rencontrées se retrouvent déstabilisées par ça et finissent par douter, en fait, de leur propre douleur. Je vous ai parlé tout à l'heure de Maryse, qui est très critique à l'égard de la tendance des médecins à dire « c'est le stress qui vous fait ça, madame », ça l'exaspère qu'on lui dise ça. Et pourtant, elle-même, elle finit par s'interroger sur la nature psychologique de ces troubles. Donc, je vous montre à nouveau, excusez-moi, ça, comment elle me dit ça. Je change de diapo, excusez-moi. Estelle, tu m'entends? Oui. Oui, je profite de la petite pause écran. Est-ce que tu es capable de monter le son chez toi de ton... Ah non, le son... Pour quelques personnes, ça semble être un peu faible comme son. Est-ce que... je vais essayer de parler plus fort. Est-ce que c'est mieux excellent. là, plus? C'est bon, oui. Ouais. Peut-être monter ton son personnel à ce moment-là. Oui, super. Mais mon son est déjà au maximum, en fait. Je peux pas... Peut-être t'approcher ou parler plus fort, ça faisait déjà une petite différence. Merci. Alors, donc, Maryse, elle dit... Pour eux, tu as l'impression que les douleurs, c'est psychologique. C'est pour ça que je te dis, moi, je commence quasiment à y croire. Je vais dire que moi-même, il y a des moments où je ne me crois pas. Alors, je peux comprendre qu'il y a des gens qui sont désarçonnés par ça. Des périodes où tu ne te crois plus. Tu te dis que tout ça, c'est dans ta tête. C'est que je dois être malade, dans ma tête. Je dois être bipolaire ou n'importe quoi. Donc, en fait, il y a des personnes qui... Mais ce n'est pas simplement en fait que les personnes se laissent convaincre, voyez, par le doute de leur médecin. Vraiment, le sentiment, c'est qu'en réalité, il y a déjà cette représentation de l'opposition entre le corps et l'esprit. Et donc, quand les médecins viennent mettre en doute leur plainte de douleur, en leur faisant valoir que si ce n'est pas dans le corps, c'est que c'est forcément dans la tête, en fait, ça ne fait que rejoindre quelque chose qu'elles ont déjà quelque part à l'esprit. Vous voyez, c'est une représentation qui leur est déjà familière. Bon. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui font beaucoup d'examens et qui veulent absolument trouver quelque chose dans le corps. C'est pour pas justement être catégorisé de ce côté-là de la douleur, si je puis dire, d'être catégorisé comme une douleur de la tête. Il y a aussi des personnes qui ne sont pas déstabilisées, qui vont dire de façon très énergique, très catégorique, non, ce n'est pas une douleur de la tête. Mais ces personnes-là vont pas non plus remettre en cause l'opposition corps-esprit. Elles vont juste dire, on m'a mal catégorisé. Moi, je suis du côté du corps et c'est inacceptable qu'on me voie comme ayant une douleur de la tête. Je vous donne un exemple. Là aussi, d'ailleurs, je peux vous montrer l'écran. C'est Micheline. Donc, Micheline, en fait, excusez-moi, on lui a fait un diagnostic de fibromyalgie. Elle se dit révoltée parce que sa neurologue s'en tient à ce diagnostic de fibromyalgie et refuse de continuer à faire des examens. Donc, je cite Micheline. « Ça ne se peut pas qu'il trouve rien. Ça se peut pas que je sois malade comme ça et puis en fait que j'ai rien. » Caroline, et puis bon, donc là, je vous cite quelqu'un d'autre. Caroline, dont je vous ai déjà parlé, qui a mal aux jambes. On ne voit plus de hernie à la radiographie, donc on lui dit qu'elle est folle. Et alors, c'est intéressant, Caroline, parce qu'elle va complètement récuser cette étiquette de folie. Elle va rester dans l'opposition entre le corps et l'esprit, mais elle va un petit peu déplacer la frontière entre le corps et l'esprit. Donc, je vous cite ce qu'elle me dit. Oui, il y a un côté qui est mental, parce que c'est ton cerveau qui ne perçoit plus la douleur de la même façon. C'est que tu as eu mal, oui, tu as eu une hernie qui t'a donné des séquelles à tes jambes, mais maintenant, mon cerveau, il perçoit de la douleur là où il n'y en a pas. Alors oui, c'est mental, à un certain niveau, mais ce n'est pas moi qui me le crée, c'est le cerveau qui a un mauvais
Puis là, il faut déprogrammer ça, qui est très difficile. Mais je ne suis pas folle. C'est juste que bon, mon système nerveux central, il est peut-être un petit peu détraqué, mais ça ne fait pas de moi que je suis folle. Donc tout ça, c'est vraiment important parce qu'en fait, excusez-moi, là je suis... Oui. Ce que je veux dire par là, c'est que donc, on a toujours cette opposition entre le corps et l'esprit, mais à l'intérieur de l'esprit, en fait, on peut différencier l'esprit qui relève de la neurologie, c'est le cerveau, et puis l'esprit qui relève de la psychiatrie avec la folie. Mais on est toujours dans cette opposition. Cette opposition, on la retrouve aussi dans l'entourage des personnes. Beaucoup de personnes me disent « Bon, le médecin ne m'a pas cru, mais mon entourage, c'est pareil. La famille, les amis, les collègues de travail, ils ne me croient pas plus. » Alors, l'entourage, ils ne vont pas faire un examen médical, ils vont se contenter bien souvent de regarder la personne, de regarder sa silhouette, de regarder sa démarche. Et c'est par cette simple observation, en fait, que les personnes de l'entourage vont considérer que manifestement, il n'y a rien dans le corps et que donc, ça doit être dans la tête. Alors, par exemple, c'est quelqu'un qui a mal aux mains, qui va me dire « mes mains ne sont pas tordues ». Donc, comme mes mains ne sont pas tordues, on ne va pas croire que j'ai mal aux mains. Ou quelqu'un qui va dire « moi, j'ai mal aux jambes, j'ai du mal à me déplacer », mais elle ne se déplace pas en fauteuil roulant pour autant. Ou elle n'a pas besoin d'une canne. Et donc, on va lui dire « mais oui, mais tu n'as pas de canne, tu n'as pas de fauteuil roulant ». Ou pire, il y a des personnes qui ont besoin d'un fauteuil roulant certains jours et puis pas d'autres. Ou qui ont besoin d'une canne certains jours, mais pas d'autres. Et donc ça paraît aux yeux d'entourage comme un signe de non-réalité corporelle de la douleur. Et donc, par exemple, Caroline, je reviens encore à elle, qui me dit, à chaque fois qu'elle a des amis qui lui proposent une activité, puis qu'elle est obligée de décliner l'invitation parce qu'elle ne s'en sent pas capable, elle a mal, on lui dit, mais oui, mais tu as l'air bien. Je suis sûre que tu es capable, tu as l'air bien. Donc, voilà. Donc, il y a une mise en doute de sa douleur. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, petite remarque, j'ai trouvé que c'était tout un exercice d'équilibriste parce que, aux yeux de l'entourage, préserver une apparence normale, c'est très important pour beaucoup de monde. C'est une petite victoire en fait du quotidien. Ça montre qu'on n'est pas submergé par la douleur. On est capable de lui résister. On est capable de conserver sa vie d'avant, entre guillemets. Le problème, c'est que quand on y réussit trop bien à avoir l'air comme avant, eh bien en fait, on va juste précipiter l'incrédulité de l'entourage. C'est-à-dire qu'on donne des arguments, voyez, à l'entourage pour se faire dire, pour se faire remarquer, bah, finalement, tu n'as pas tant changé que ça, c'est que tu ne dois pas avoir si mal que ça. Donc, c'est vraiment un exercice d'équilibriste entre préserver la normalité, mais pas trop non plus, sinon on n'est plus cru. Dernier indice du fait que les personnes sont tout à fait d'accord avec cette représentation de l'opposition entre le corps et l'esprit. C'est le soulagement, en fait, quand enfin on trouve quelque chose dans le corps. Il y a plusieurs personnes qui ont vécu pendant longtemps cette mise en doute de leur plainte de douleur, parce qu'en fait, on ne trouvait rien à l'examen corporel. Et puis finalement, on finit par trouver quelque chose. Et là, c'est un soulagement intense. Nicole me dit, quand le médecin a vu son scanner, il lui a dit « Ah, je sais ce que vous avez passé à travers ». Et en fait, d'entendre le médecin lui dire ça, ça l'a intensément soulagée parce que ça lui a confirmé qu'elle n'exagérait pas. Elle avait besoin que le médecin voie le scanner et lui dise « Je comprends », pour qu'elle-même soit confiante dans le fait qu'elle n'exagérait pas et que ça ne se passait pas dans sa tête. Je vous donne un autre exemple. Je suis désolée, à chaque fois, je suis obligée de tout arrêter pour vous montrer mon écran. Sophie. Sophie qui a en fait des hernies, mais on a mis du temps à les diagnostiquer, ces hernies. Et elle raconte. Puis moi, ça a tout changé après dans ma vie. Quand j'ai enfin su que j'avais des hernies ici, j'ai dit, bon, je ne suis pas folle. Premièrement, tu sais, c'est surtout ça, là, je ne suis pas folle. Parce que des fois, on en vient à se douter. Puis là, je m'en viens émotive, là, mais c'est ça. Fait que ma physiatre, je l'aime beaucoup. C'est la physiatre qui lui a diagnostiqué ses hernies et qui, en fait, lui a conforté dans le fait qu'elle n'était pas folle. Donc, pour l'instant, ce que je vous ai raconté, j'espère que vous me suivez. Donc, ce que j'appelle la rhétorique psychogène, c'est le fait de dire « c'est pas dans votre corps, donc c'est dans votre tête. Si c'est dans votre tête, c'est pas une vraie douleur. » Et en fait, la plupart des personnes ne vont pas forcément s'opposer à ça parce qu'elles comprennent cette opposition. Okay, elles sont au courant de cette opposition. Il y en a certaines qui vont être déstabilisées, il y en a qui vont s'indigner, mais le fond de la rhétorique psychogène, elles sont
C'est compatible, on va dire, avec leur propre représentation. Ce qui est très étonnant, c'est qu'en fait, quand on interroge les personnes qui ont de la douleur chronique sur leur vécu propre, si on ne leur demande plus, vous voyez, quelles sont les représentations générales sur la douleur, on oppose le corps et l'esprit, etc. Mais si on leur demande, vous, comment ça se passe dans votre quotidien, la douleur? Eh bien, en fait, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus compliqué que l'opposition simple entre d'un côté le corps et d'un autre l'esprit. D'abord, il y en a beaucoup qui vont me dire, le mental, ça joue sur le corps. Il y a clairement un lien sur le mental, du mental sur le corps, enfin un lien qui va du mental vers le corps, excusez-moi. Et donc des personnes qui me disent, mes douleurs sont corporelles, mais pour autant, je sens très bien que le stress va contribuer à aggraver mes douleurs. Alors, je vous redonne une citation. Là, c'est Maryse. Je ne dirais pas que mes hernies sont dans ma tête, elles sont là physiquement. Ça, je comprends ça. Mais les moments où je réussis le moins à contrôler, c'est souvent relié à des moments qui sont plus stressants, à de l'émotivité et tout ça. Donc il y a clairement un lien, vous voyez, entre le stress qui aggrave les douleurs et la douleur qui est pourtant vécue comme corporelle. À l'inverse, le fait d'avoir le moral, ça soulage les douleurs. Le fait de faire de la méditation aussi, se concentrer sur sa douleur, l'esprit détendu, ça donne le sentiment de mieux la contrôler, de mieux l'accepter, finalement, de la calmer. Même pendant l'entretien, quand on faisait des entretiens, donc, plusieurs personnes m'ont dit en cours d'entretien, je sens que ma douleur s'atténue. Et elles mettaient ça sur le compte de la libération de leurs émotions, le fait de se sentir cru, d'être dans une ambiance, vous voyez, de confiance, etc. Bon. Il y a même des récits dans lesquels le stress ne fait pas juste aggraver la douleur, mais il peut les déclencher. Il y en a qui m'ont raconté, c'était après le décès de quelqu'un de proche, après un burn-out professionnel, après des violences conjugales. Vous voyez, Caroline, dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure, qui fait un lien entre les hernies, sa douleur, etc., elle fait aussi un lien avec le décès de sa mère. Elle en était très proche. Et pendant tous les derniers mois de vie de sa mère, son entourage prédisait, quand sa mère va partir, elle va tomber. Donc Caroline me dit, on avait peur que je sois plus capable d'avancer après le décès de ma mère. Et en fait, de fait, ces douleurs ont commencé juste après le décès de sa mère. Et il y a une troublante continuité entre les images. On lui disait, elle va tomber, elle ne pourra plus avancer. Et la localisation de ces douleurs. De fait, ce sont ses jambes. Donc, elle fait vraiment un lien, vous voyez. Donc, le mental, ça joue sur les douleurs, mais à l'inverse, les douleurs, ça joue sur le mental. Les douleurs suscitent de l'angoisse. Elles peuvent rendre irritable. Vivre avec la douleur, me dit Karine, tu peux être agressive. Quand tu as trop mal, c'est sûr qu'à un moment donné, tu deviens irritable. Excusez-moi, je cherche encore à partager mon écran. Les douleurs, ça peut même créer une maladie mentale, me dit Karine. La douleur, elle te rend tellement pas bien que moi, ça m'a créé une maladie mentale. J'ai de l'anxiété généralisée, tremblements, agitation. Ça me crée de la fausse énergie. Je parlais, ma tête pensait à 30 et quelques affaires en même temps. C'est fou comment une maladie physique peut te rendre vraiment coco. Le corps, à un moment donné, est plus capable d'en prendre. Le corps lâche. Là, la tête lâche. Fait que je suis brisée physiquement, puis mentalement, puis émotionnellement. Vous voyez, d'ailleurs, dans cet extrait d'entretien, le mental qui lâche, c'est à la fois la raison, et puis c'est aussi les émotions. Elle lâche émotionnellement et au niveau de sa raison. Donc, ça marche dans les deux sens, puis en fait, ça s'enchevêtre complètement, le mental, les douleurs. Parce qu'en fait, les douleurs provoquent des émotions, de l'angoisse par exemple. Les émotions comme l'angoisse aggravent les douleurs, vous voyez. Il y a Kim qui me dit, j'ai des crises d'anxiété parce que j'ai peur d'avoir mal. Donc, ça marche vraiment dans les deux sens. Donc, finalement, c'est des liens tout à fait complexes, bidirectionnels. On n'est plus du tout dans l'opposition très simple entre d'un côté le corps et d'un autre l'esprit. J'ai trouvé ça intéressant, vous voyez, cet écart entre ce que vivent les personnes, ce qu'elles connaissent par leur expérience propre de la douleur, et en même temps les représentations dominantes qui s'imposent à elles et contre lesquelles elles ne résistent pas. Vous voyez, quand le médecin leur dit non, vous n'avez pas vraiment des douleurs, elles ne vont pas raconter tout ce que je viens de vous raconter là. Elles ne vont pas dire non, non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a des liens entre complexes, bidirectionnels, vous voyez, entre le corps et l'esprit. Je me suis demandé quand même pourquoi est-ce que les personnes ne s'opposent pas plus à cette rhétorique psychogène qui les décrédibilise.
Et alors, pour essayer de comprendre ça, en fait, là, il faut quitter un petit peu les entretiens. Depuis le début, là, on est vraiment sur le vécu. On quitte ces entretiens pour aller voir du côté de la littérature biologique et médicale. Qu'est-ce qu'on dit dans les sciences biologiques et médicales de la douleur? Là, c'est intéressant parce que pendant longtemps, en fait, du point de vue de la médecine, la douleur, elle est tout à fait dans cette opposition entre le corps et l'esprit. Il y a ce fameux dualisme qu'on attribue à René Descartes, donc un philosophe français du XVIIe siècle. René Descartes opposait le corps, l'esprit. Deux entités complètement séparées, indépendantes l'une de l'autre, et avec des émanations différentes. C'est-à-dire que du côté du corps, il y aurait des sensations, et puis du côté de l'esprit, il y aurait des émotions. Et pour la médecine, quand la médecine donc, a repris ce dualisme de Descartes et l'a appliqué à la douleur, elle a considéré que la douleur, c'était du côté du corps, c'était une sensation. Donc on peut voir, vous voyez, il y a des récepteurs à la douleur. Quand ils sont stimulés, ça produit un influx nerveux, un message qui va passer par les nerfs, qui arrive au cerveau. Là, il y a une interprétation en termes de sensations pénibles. Et donc la douleur, vous voyez, c'est quelque chose de tout à fait objectivable. On pourrait même le mesurer. Et donc, si on trouve la cause, on va pouvoir la guérir. Ça, c'est de la douleur pour la médecine, vous voyez, dans ce registre biomédical. Et puis, par ailleurs, il y a l'esprit. Et l'esprit, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des émotions. Et l'émotion qui correspond à la douleur, du point de vue de la médecine, c'est ce qu'on appelle la souffrance. Et alors, la souffrance, c'est complètement l'opposé de la douleur. La souffrance, c'est pas rationnel, c'est pas mesurable, c'est pas objectivable, vous voyez, on est complètement dans la subjectivité. On ne sait pas quoi en faire en médecine, d'ailleurs. Donc pour la médecine, vous voyez, on oppose les sensations aux émotions, donc la douleur d'un côté, la souffrance d'un autre. Et on retrouve tout à fait donc ici la rhétorique psychogène. Le problème, c'est que depuis aussi longtemps, je pense que la médecine existe, on voit bien qu'il y a des cas où on ne voit rien dans le corps et pourtant la personne dit qu'elle a mal. Alors on peut lui dire, bah, c'est dans votre tête. Mais on peut aussi essayer de remettre en cause ce modèle biomédical. Et c'est ce que quand même des biologistes, des médecins ont commencé à faire, notamment à partir d'il y a une cinquantaine d'années, dans les années 1960, ont été développées d'autres perspectives, vous voyez, sur la douleur, d'autres théories. Et notamment une théorie très célèbre, très connue, qui a été beaucoup développée par la suite, mais dont on parle encore aujourd'hui, qui s'appelle la théorie du portillon. La théorie du portillon, en fait, c'est de dire, oui, la douleur, c'est une sensation, il y a un influx nerveux à partir d'un récepteur, voilà, ce qui arrive au cerveau et puis qui produit une sensation douloureuse, mais la transmission, vous voyez, de ce message nerveux le long des nerfs va être modulée par des portes qui s'ouvrent et qui se ferment. Et ces portes qui s'ouvrent et qui se ferment, c'est en fonction de la nature du stimulus, mais c'est aussi en fonction des émotions de la personne. Si elle est stressée, ça va augmenter, vous voyez, l'influx nerveux, ça accentue la douleur. Vice-versa, une douleur peut susciter des émotions, peut susciter de l'angoisse. Et donc finalement, émotions et sensations sont tout à fait entremêlées. Puis en fait, c'est encore plus compliqué que ça. Ce n'est pas juste les émotions, mais c'est aussi le contexte dans lequel intervient la douleur qui va jouer sur cette transmission de l'influx nerveux. C'est aussi l'attention, attention, vous voyez, que la personne porte à sa douleur. C'est aussi les souvenirs qu'elle a, c'est aussi les expériences anciennes, plus ou moins, qu'elle a de sa douleur. C'est aussi la compréhension que la personne a de sa douleur. Ne pas comprendre ce qu'on vit, ça peut décupler la douleur. Bref, c'est tout un tas d'éléments, vous voyez, qui font que le parcours, l'influx nerveux, là, va être modulé en fonction d'un certain nombre de portes qui s'ouvrent et qui se ferment. Et donc, ces théories-là, qui ont été élaborées à partir des années 1960, finalement rejoignent le vécu expérientiel des personnes que j'ai rencontrées en entretien. On retrouve tout à fait, vous voyez, ces liens très enchevêtrés entre le mental et puis le corporel. Alors, ce qui m'a étonnée, c'est pourquoi est-ce que les personnes ne se réfèrent pas plus à ces théories-là pour s'opposer, vous voyez, à la décrédibilisation dont elles font l'objet de la part de leurs médecins. Est-ce qu'elles n'ont jamais entendu parler de cette théorie du portillon, etc. Pourtant, c'est un peu partout dans la littérature. Les personnes que j'ai rencontrées, souvent vivant avec de la douleur chronique depuis longtemps, se sont renseignées sur la douleur, ont assisté à quelques conférences, ont lu des articles. Donc, est-ce qu'elles ne sont pas tombées sur ces théories? Peut-être, peut-être pas. Mais en fait, mon hypothèse, c'est qu'en réalité, même s'il y a toutes ces théories depuis un demi-siècle qui vont dans le sens, voyez,
de la complexité des liens entre le corps et l'esprit, en réalité, la médecine n'a pas tellement traduit ces théories-là dans sa mise en œuvre. C'est-à-dire que la prise en charge de la douleur, elle continue à opposer d'un côté les médecins de la tête et d'un autre les médecins du corps. Très clairement, hein, il y a les psychiatres, les psychologues d'un côté, et puis d'un autre, il y a les médecins qui vont faire des infiltrations, qui prescrivent des médicaments, vous voyez, qui sont des rhumatologues, des neurologues, des médecins spécialisés dans la douleur, qui sont en général des médecins du corps. Et donc, cette bicompartimentation-là, cette structuration, vous voyez, en deux morceaux, elle structure aussi les représentations, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles les personnes ont tant de mal, finalement, à s'opposer à cette représentation, parce qu'elles se concrétisent vraiment dans leur quotidien. Est-ce que c'est clair pour l'instant? Oui. Je regarde combien de temps il me reste, à peu près 10 minutes, c'est ça? 5-7 minutes, Estelle, peut-être? Oui. Ok, très bien. Donc, je continue. Donc, ça, c'était, vous voyez, ça, c'est vraiment mon résultat principal, la rhétorique psychogène. Ce n'est pas dans votre corps, donc c'est dans la tête, donc c'est que ce n'est pas une vraie douleur. J'ai fait cette analyse et puis après, je suis repartie dans mes entretiens pour vérifier si ça marchait, vous voyez, si c'est bien ça qui correspondait au vécu des personnes que j'avais rencontrées. Et puis, je me suis aperçue qu'en fait, il y a d'autres cas de figure. Il y a aussi des cas de figure où les personnes se sentent non reconnues dans leur douleur et pourtant, le médecin a accepté l'étiologie organique. Et pourtant, vous voyez, on a trouvé une cause organique qui justifie des douleurs. En fait, pourquoi est-ce que les personnes ici se sentent non reconnues? En fait, elles se sentent non reconnues dans leur douleur parce qu'elles ont l'impression que oui, on a reconnu qu'il y avait une cause à leur douleur, mais on n'a pas accompagné cette reconnaissance des marques de compassion qui devraient aller avec. Par exemple, Micheline me dit, son médecin lui dit, bah oui, mais tu as la fibromyalgie, donc c'est normal que tu ne sois pas bien. Nicole, qui est dans la trentaine, son médecin de famille lui dit, bah va falloir que tu apprennes à vivre avec ta douleur, hein, puis à passer à d'autres choses. Donc, on reconnaît qu'il y a une cause, on fait un diagnostic, mais on passe très vite, comme s'il n'y avait pas besoin de marquer un temps, vous voyez, de compassion, de sensibilité. C'est très frappant, en fait, quand on dit aux gens, non seulement on a fait un diagnostic, mais ensuite, on leur annonce un pronostic, et un pronostic qui est sombre. Et là, c'est annoncé sans aucun ménagement. Donc là, je vous montre encore quelques citations. Donc là, on dit à Maryse, on n'opère plus pour ces choses-là. Revenez me voir seulement quand vous serez en chaise roulante. Bon, c'est dégénératif, hein, on se reverra. Maryse, à l'époque, était jeune quarantenaire. Son physiatre qui dit à Sylvie, qui avait l'habitude de beaucoup marcher, n'essayez même plus de marcher. Vous n'avez qu'à rester à la maison, à regarder la télévision. Puis votre vie, c'est ça maintenant. Le médecin qui dit à Camille, qui est dans la vingtaine et qui a de soudaines douleurs extrêmement brutales dans le dos, ben, toi, tu auras de la douleur toute ta vie. Denise, 40 ans, ah ben, tu fais une dégénération de la colonne, tu vas vivre comme une personne de 80 ans. Donc, ce que je veux dire, c'est que dans tous ces cas-là, les personnes, on reconnaît qu'il y a une douleur, on reconnaît qu'il y a une cause à cette douleur, mais il y a comme un manque d'empathie, en fait. Le médecin est manifestement insensible aux émotions de la personne. Et finalement, on se retrouve dans l'équation exactement inverse de l'équation précédente. C'est-à-dire que dans la rhétorique psychogène dont je vous ai parlé jusqu'à présent, on dit tout est dans la tête, il n'y a pas de douleur. Ici, c'est le contraire, en fait. On dit oui, il y a une douleur, mais on n'écoute pas la tête, on n'écoute pas la souffrance de la personne. On ne reconnaît pas sa légitimité, vous voyez, à être digne de compassion, finalement. Je voudrais juste vous donner ici une autre citation que j'ai trouvée extrêmement émouvante. C'est Esther, qui est une infirmière à la retraite. Étant infirmière à la retraite, elle a une certaine compréhension assez fine, vous voyez, des médicaments, etc. Elle a fait plein de tentatives, enfin, elle a été suivie par un médecin dans un centre de la douleur qui a fait beaucoup de tentatives médicamenteuses. À chaque fois, ça ne marchait pas. Chaque fois, on essayait autre chose, ça ne marchait pas non plus. Au bout d'une énième tentative, le médecin lui dit, on arrête d'essayer. Et là, Esther reproche à son médecin, en fait, de s'être adressée à ce qu'elle appelle sa rationalité. Et en fait, il a ignoré ce qu'elle appelle ses émotions. Donc là, je la cite. Mais c'est qu'il oublie qu'il y a une dimension psychosomatique. Un médecin à la clinique de la douleur, il est un excellent technicien, capable de trouver, d'essayer une foule de choses.
Mais souvent, il oublie qu'on reste un être humain qui est derrière. Et donc, Esther regrette en fait que le médecin n'ait pas pris quelques minutes au moins pour accompagner sa décision. Donc, juste dire, mais qu'est-ce que vous en pensez? On est rendu là, puis vous savez, Esther, on les a tous faits, hein, vous êtes au courant. Puis on va continuer, l'amitriptyline, les Lavil, on va garder ça. Puis avec le temps, peut-être qu'il y a quelque chose qui va se présenter, puis qui va pouvoir vous aider. Donc c'est une mini conversation, pas 3 heures là, mais 5 minutes de on tient compte de toi comme être humain. Même si tu comprends rationnellement que c'est correct d'arrêter la médication, émotionnellement c'est déstabilisant. Alors juste un petit peu de compréhension, parce que moi j'ai pleuré pendant 1 mois. Et à l'inverse, la gratitude des personnes, quand on reconnaît en fait la souffrance qui va avec leur douleur, cette gratitude-là, en fait, de quoi elle vient? En fait, elle vient parce que, oui, on les a reconnus comme sujets souffrants, mais c'est aussi parce qu'on les reconnaît comme éventuellement inscrits sur une trajectoire de progrès. Je m'explique. Julie a une première crise impressionnante d'arthrite. Elle va voir un rhumatologue. Non seulement le rhumatologue met un nom sur ses douleurs, mais surtout, en fait, il lui dit, c'est juste une crise, vous savez, vous allez redevenir comme avant. Donc, cette petite phrase, vous voyez, de compassion, c'est aussi une phrase qui projette vers un progrès, vers quelque chose de meilleur. Ça peut aussi être regarder en arrière et regarder d'où vous venez. Encore une... Excusez-moi. Encore une citation que je voulais vous montrer. Sylvie, son médecin de famille la suit depuis assez longtemps pour pouvoir lui rappeler en fait les épreuves qu'elle a déjà surmontées. Donc je parle de son médecin là. Il est compatissant, il va dire, il faut que vous gardiez courage là, parce que lui ça fait tellement longtemps qu'il me suit. Il dit, vous avez déjà été bien pire que ça. Vous vous en souvenez quand vous veniez me voir, puis que vous ne pouviez même pas rester assise dans la salle d'attente tellement vous aviez mal au dos. Donc vous voyez, c'est prendre le temps juste de situer la personne sur sa trajectoire. C'est un soulagement intense, c'est extrêmement apprécié. Une autre personne, Irène, me dit, elle était suivie depuis un certain temps par un rhumatologue qui lui prescrivait un certain médicament. Au bout d'un certain temps, ce médicament ne fonctionne plus. Elle lui demande un autre médicament. Le rhumatologue lui dit, bah non, écoutez, vous avez mal, mais vous n'en êtes pas rendu encore au point de vous prescrire autre chose. Et donc, elle a fini par aller voir quelqu'un d'autre qui lui dit, il n'y a pas de raison que vous souffriez comme ça. Et donc, Irène me dit, quand elle m'a dit ça, je l'aurais embrassée. C'est pas compliqué. Elle m'a dit, il n'y a jamais que des problèmes, il y a toujours une solution, on va la trouver pour vous. Et ça m'a donné des ailes. Donc, vous voyez l'importance d'avoir de l'empathie. Alors, dernière chose, 3 minutes pour terminer. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce défaut d'empathie d'un certain nombre de médecins face à des personnes qui leur disent avoir des douleurs? Moi, j'ai 2 hypothèses. La première hypothèse, c'est déjà simplement le fait d'être traité pour une douleur chronique. En soi, pour le médecin, aux yeux du médecin, la personne qui se fait suivre pour une douleur chronique, elle représente déjà en quelque sorte un échec thérapeutique. On a prescrit quelque chose, ça n'a pas marché. La personne revient toujours avec ses douleurs. Donc la douleur, elle est problématique pour la personne, évidemment, mais elle est problématique pour le médecin aussi. Le médecin finit peut-être par voir ce patient-là comme étant un patient, entre guillemets, difficile. Vous voyez, ces patients qui agacent un peu, qui sont un peu pénibles, qu'on n'a pas envie de voir. On n'a pas envie de les voir, donc on n'a pas envie de passer du temps avec eux, donc on ne va pas démontrer beaucoup d'empathie. Peut-être première hypothèse. Deuxième hypothèse, alors là, on va plutôt regarder l'évolution au long cours de la prise en charge de la douleur. Quand on regarde les patients, quand je leur demandais, les personnes, racontez-moi un peu votre douleur. Les récits de douleur, en fait, c'était à la fois des récits sur la douleur, le symptôme corporel, vous voyez, ce qui fait mal, mais bien souvent, ces récits de douleur, il y a d'autres dimensions dedans. Il y a des dimensions psychologiques, je vous l'ai dit, on parle du stress, etc. Mais il y a aussi des dimensions interpersonnelles. On raconte comment la douleur va jouer sur la famille, sur les amis, etc. Il y a des dimensions sociales. On voit par exemple que la douleur cause une perte de revenus. Vous voyez. Il peut y avoir des enjeux professionnels, économiques, etc. Donc le récit de douleur, c'est tout ça à la fois. Et en fait, ce que les personnes souvent regrettent, c'est que les médecins ne s'intéressent pas à toutes ces dimensions-là. Ils vont s'intéresser simplement à la dimension douleur, précisément. Dites-moi où vous avez mal, quand et combien. Et c'est précisément cette indifférence à toutes les autres dimensions du récit de douleur
qui est perçu comme un manque d'empathie. Alors pourquoi cette indifférence aux autres récits, aux deux autres dimensions du récit de douleur? Ce qui est intéressant, c'est que selon des historiens, ça n'a pas toujours été le cas. Jusqu'au début du XXe siècle, en fait, les médecins s'intéressaient aux émotions, à la subjectivité dans le récit de douleur. Pensaient que ça pouvait les aider, vous voyez, dans leur perspective diagnostique. Et puis à partir du XXe siècle, il y a de plus en plus d'examens biochimiques, paracliniques, vous voyez, qui finalement prennent la place de la parole de la personne. On n'a plus besoin de la parole de la personne. On préfère en fait faire des examens qui sont censés être scientifiques, vous voyez, universels. Et le médecin, en fait, de plus en plus, va s'intéresser au malade, mais en tant que cas d'une maladie donnée, et pas en tant qu'être singulier, pris, vous voyez, dans toute sa spécificité. Et donc, c'est toute cette évolution du regard médical qui conduit aujourd'hui les médecins à s'intéresser à voilà, un score de douleur de 1 à 10. On quantifie et c'est censé voilà, permettre d'avoir la pratique professionnelle la plus scientifique possible, la plus universelle possible. Et donc, en conclusion, cette fameuse opposition entre le corps et l'esprit, finalement, elle conduit la médecine à deux impasses. C'est-à-dire que d'une part, quand on dit si ce n'est pas dans le corps, c'est que c'est dans la tête, et donc ce n'est pas une vraie douleur, ça conduit la médecine à ignorer toute une partie des douleurs, toutes ces douleurs qui ne sont pas explicitement étayées par quelque chose d'organique. Mais en plus, même les douleurs qui lui semblent dignes d'intérêt, les douleurs qui ont une cause organique, eh bien la médecine va malgré tout avoir comme un regard amputé sur ces douleurs-là, parce qu'on ne va pas considérer la partie émotionnelle de ces douleurs, la partie émotionnelle étant une composante à part entière de la douleur, ainsi que donc nous les expliquent les théories psychobiosociales depuis une 50aine d'années maintenant. Voilà. Merci beaucoup, Estelle, pour cette belle présentation. J'ai vu dans les commentaires des participants qu'il y a plusieurs personnes qui se sont identifiées aux propos des répondants là, qui nous montraient les extraits des entrevues. Donc, je pense que ça a touché beaucoup de monde.